Bonjour. Faut-il interdire la lecture? Voilà le sujet de mon exposé de ce dimanche. Vous savez que dans très peu de temps, et même c'est déjà le cas, on pourra dicter, on peut dicter oralement à son ordinateur des textes. L'ordinateur va écrire. De même que l'ordinateur peut lire ces textes. Il peut les lire à haute voix. Donc, l'idée de savoir écrire et de savoir lire est une idée qui est en passe d'être dépassée. Oui. C'est très important parce que le rôle de la lecture et de l'écriture est absolument colossal dans l'histoire de nos civilisations. C'est une valeur absolument fondamentale. Mais justement, c'est une valeur qu'il va falloir apprendre à abandonner. Et ceux qui l'abandonneront le plus tôt auront pris de l'avance. Le XXIe siècle sera le siècle de la mort de l'écrit. Ou plus exactement, entendons-nous bien, pour l'élite, j'entends bien. L'élite n'aura pas à apprendre à lire ou à écrire. Bien entendu, les machines, elles seront au contraire dans l'écriture et dans la lecture. Donc on n'est pas en train de faire disparaître le livre, on est en train de le replacer à la place qui lui revient. De la même façon, les gens à qui on demandera, faute de machines, ou en place de machines, de lire et d'écrire, seront des populations subalternes, ancillaires. Parce que tout simplement, ça n'exige pas un énorme génie de savoir lire ou écrire. Encore que, il faut quand même entendre, c'est comme un scanner, il faut quand même reconnaître les sons et les transcrire. Mais ça, les machines savent très bien le faire. Ou sauront le faire de mieux en mieux à l'avenir. Donc, la base de l'éducation, qui est encore aujourd'hui, en 2016 bientôt, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, est totalement dépassé, est voué à totalement être dépassé. Et ça aboutira évidemment à une clarification, une relecture, c'est le cas de le dire, de notre société, de notre fonctionnement social, avec une hiérarchisation inévitable. Il y a ceux qui sont capables de dicter. Mais dicter, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire. Dicter, je reviens à mon texte l'autre jour, sur le faire-faire, le factitif. Dicter, c'est faire écrire, ça n'est pas écrire. Et demander à l'autre de lire, ce n'est pas la même chose que de lire soi-même. De lire à voix haute. Lisez-moi à voix haute, on est une machine, voilà. Il y a des gens, je pense notamment dans le cadre religieux, où on passe son temps à lire des textes à voix haute. Voilà, un tel, vous lisez ce texte-là, un tel, vous lisez ce texte-là, qu'ils appellent, dans le mot juif, les offices participatifs. Chacun se répartit un petit morceau de texte à lire bien gentiment, que ce soit en français, mais souvent en hébreu, et en hébreu, souvent dans une langue qu'on ne comprend pas soi-même. Mais puisqu'il s'agit de lire, quand on lit un texte, ça ne veut pas dire qu'on le comprenne. Donc la notion de compréhension, elle n'est pas là, elle ne se situe pas là. Au contraire, une fois que si le texte m'est lu oralement, eh bien, il faut que je me concentre sur ce qui est dit et que je le comprenne, ou du moins que je lui apporte une compréhension qui m'est propre. Et ça demande au cerveau beaucoup plus de travail d'écouter un texte oralement que de le lire. Ne serait-ce que parce que on peut avoir une mémoire de ce qu'on lit, et il faut avoir une très grande écoute
une grande capacité d'écoute. C'est pourquoi souvent les vidéos sont moins comprises, moins bien comprises souvent que les textes écrits, parce que les gens ne sont pas habitués véritablement à se concentrer sur l'oralité. C'est pour ça que dans les synagogues, justement, même quand les gens parlent, ils lisent un texte et le public lit avec lui ce texte sous les yeux. Comme s'il ne pouvait pas écouter directement le texte, il faut que ce texte qui est lu soit également lu par ceux qui l'écoutent. C'est un peu étrange, mais c'est intéressant. Donc, la lecture, c'est une chose extrêmement problématique, parce que c'est un apprentissage aussi de l'imposture. Je lis un texte et je me l'approprie. Il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot interpréter. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation? Ce mot a été galvaudé. On nous dit aujourd'hui, oui, c'est un grand interprète de Beethoven ou de Chopin. Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il propose une nouvelle lecture? Interpréter ici, ça veut dire tout simplement exécuter une œuvre. Bon, les gens le font un peu comme ils veulent, mais enfin, ils exécutent une œuvre. Ça n'a rien à voir avec les commentateurs. Commentaire, c'est autre chose, le commentaire. Même la traduction aussi. On parle des interprètes pour dire le Torchman. Le Torchman, c'est le Targem, c'est dans les langues sémitiques. Targum. Donc, oui, interpréter, traduire, commenter, tout ça n'est pas la même chose. Et là aussi, les mots sont vidés un peu de leur sens. Interpréter, je crois que ça voudrait plutôt dire quand même, je ne suis pas certain, mais il faudrait plutôt le comprendre comme une discussion, une réflexion sur ce qui est dit, une glose, une exégèse. Exégèse dans les deux sens du terme, c'est-à-dire le commentaire et à la fois la réflexion sur comment ce texte a été formé, comment on en est arrivé là. Mais il ne s'agit pas simplement de lire un texte, interpréter un texte. Alors je sais bien qu'on va interpréter un texte de Shakespeare ou une sonate de Brahms, mais est-ce qu'on peut vraiment parler comme ça? Je n'en suis pas sûr du tout. Mais c'est comme ça qu'on finit par, en disant n'importe quoi, on finit par niveler les questions. Et alors, donc cette lecture, il vaudrait mieux revenir à la parole orale. Parce que cette parole orale, elle préserve notre liberté. Parce qu'elle n'est pas contraignante. Elle ne use pas un texte qui est là, voilà. Donc, vous parlez, vous êtes en train de m'écouter là, bon, vous retenez des choses. Mais vous retravaillez déjà ce que je veux dire, vous n'allez pas avoir une approche servile, littérale de ce que je dis. Donc vous allez déjà réinterpréter ce que je dis. Alors que si vous lisez un de mes textes, ben, finalement vous avez la tentation à la limite presque, de vous l'approprier, de le lire à voix haute pour d'autres. Ce qui est d'une certaine manière intéressant, mais c'est une fonction subalterne. Il faut bien comprendre que dans la société, il y a des fonctions subalternes. Nous en sommes tous conscients, puisque c'est parce qu'il y a des fonctions subalternes qu'il y a un certain nombre de choses que nous faisons faire par des étrangers. On nous dit tout le temps que les Français ne veulent pas faire certaines tâches. Ils ont une conscience très aiguë de ce qui est subalterne. Alors ne nous voilons pas la face, n'est-ce pas? Il y a
Il faut dire que telle fonction est subalterne, que telle fonction est mineure, quand elle est de l'ordre de la répétition, quand elle est de l'ordre de la routine, quand elle est de l'ordre de quelque chose qui est véhiculé de manière absolument littérale. Ce sont des fonctions mineures. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas oublier que les femmes sont vouées presque systématiquement à ces fonctions mineures. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est qu'en refusant de différencier au sein de notre société les fonctions, c'est une façon d'occulter la question du masculin et du féminin. Donc la sociologie elle-même est pénalisée par cette problématique du masculin et du féminin parce qu'on l'empêche de décrire le monde de façon structurée.